bien l'occasion de présenter le prochain intervenant. Il est là, c'est Camille Charodeau de la société CyberAngel. Et Camille, prévenir ou guérir, agir contre les rançongiciels. Vous allez nous en dire plus tout de suite. Avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup et bonjour à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui au FIC à Lille. On est vraiment heureux de retrouver des gens en vrai en plus, hein. C'est Génial, merci. le tout premier, et puis bonjour à tous ceux qui sont sur le net et qui nous suivent. Alors effectivement aujourd'hui moi je vais vous parler d'un sujet qu'on a beaucoup entendu dans la presse ces derniers jours, que vous avez peut-être même déjà vécu les uns les autres au sein de vos organisations respectives. C'est celui de la lutte contre les rançongiciels, en bon français les ransomware. Et pour ma part, donc moi je m'occupe de la stratégie produit chez CyberAngel. Peut-être juste pour vous dire en deux mots ce que l'on fait. On est l'un des leaders de la protection contre les risques numériques. On regarde ce qui se passe à l'extérieur du périmètre des organisations avec lesquelles on travaille. On a levé à peu près 50 millions depuis notre création, il y a 7 ans. Et aujourd'hui, on a 180 collaborateurs un petit peu partout à travers le monde, entre les États-Unis et l'Europe. Voilà. Alors, ce sujet du ransomware, en fait, on a posé la question à pas mal de nos clients. Et nos clients, en fait, on a souvent cette métaphore du donut là, qui ressort. Et en fait, je trouve qu'elle parle plutôt pas mal. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de dire qu'un nouveau périmètre existe aujourd'hui. On ne fait plus du business comme on le faisait avant. On a un concept nouveau qui est celui de l'entreprise étendue. On a un challenge que vous vivez tous aussi, qui est celui de la migration vers le cloud. Et ça fait que la donnée qui avant était stratégique à l'intérieur du périmètre de l'entreprise, finalement, elle sort par design, par défaut. Et au centre, il y a finalement des copies où il n'y a pas forcément toute l'info stratégique parce qu'elle est partagée avec des partenaires, avec des clients, avec des fournisseurs ou sur le cloud. Et dans ce contexte-là, on perd énormément de ce qu'on appelle la visibilité sur les entry points. C'est cette nouvelle notion qui va arriver. On focusait beaucoup avant sur la partie endpoint interne, avec toutes les technologies périmétriques que vous connaissez. Mais finalement, on a eu assez peu de visibilité et de contrôle sur tous ces éléments externes, à l'extérieur du périmètre, qui sont autant de points d'entrée pour des attaquants qui souhaitent chercher de l'information ou pénétrer un réseau. Donc c'est ce nouveau concept qui arrive, et tout ça aussi dans une approche où finalement, on a mis énormément d'efforts sur la partie réponse à incidents, particulier ces dernières années, en particulier avec la vague de ransomware qu'on a vécue. Et on doit aussi se dire, et c'est ce qu'on entend de plus en plus, comment est-ce qu'on met un peu plus d'efforts maintenant sur l'anticipation, sur la partie prévention, sur la partie détection de ces fameux entry points à l'extérieur pour empêcher les uns et les autres de rentrer et de pénétrer. Comme ça, on n'aura même plus besoin de les bloquer à l'intérieur du périmètre ou de faire de l'investigation ensuite. Donc, il faut rééquilibrer un petit peu cette approche, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui avec cette idée du prévenir ou guérir. Peut-être simplement une rétrospective là, du ransomware en 2021, plus fréquent, ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ensemble, mais là je vous en ai simplement mis à peu près un par mois sur la première moitié de l'année. Il y en a eu un certain nombre. Ceux dont on en a pas mal parlé, c'est peut-être en mai Colonnade Pipeline, et je reviendrai un petit peu sur les détails ensuite. Intéressant, mais le coût de la rançon, ok, élevé, 5 millions. L'impact sur l'activité, par contre, massif derrière. C'est 45% du carburant de la côte est des États-Unis. Donc tout ça pour vous dire que ça s'inscrit dans une série. On l'a vu en France aussi. On a vu une vague d'attaques sur les hôpitaux. On a vu un regain d'activité sur le dark web. Tout ça, ça se passe à l'extérieur du périmètre de l'entreprise et on a perdu ce contrôle. Alors, en deux chiffres, en deux stats, aujourd'hui, partout à travers le monde, c'est un ransomware toutes les 11 secondes. Et depuis le début de la pandémie, depuis mars ou avril 2020, on a eu à peu près 150% d'augmentation du nombre d'attaques par rançongiciel. Donc ça doit nous faire réagir, et je suis sûr que vous avez commencé à le faire, les uns et les autres, d'autant plus que ça doit se mesurer, non pas qu'en fréquence, mais aussi en coût. Ça coûte très cher, il y a la rançon, les montants des rançons ont été multipliés quasiment par 10 entre 2017 et 2021, et le coût sur l'activité a été multiplié lui aussi par 10. La rançon, c'est qu'une toute petite partie de l'équation. La disruption, la perte d'activité, la perte d'image et de revenus associés, c'est malheureusement ça qui nous préoccupe. Et bien sûr, vos équipes sécurité passent énormément de temps à résoudre les sujets en gestion de crise, et c'est des ressources qui ne peuvent pas travailler sur d'autres projets. Alors,
on remonte un petit peu la chaîne et on va se concentrer vraiment sur les 4 étapes clés d'une attaque de type ransomware. Les 2 premières, c'est cette idée de trouver une porte et de l'ouvrir. Alors la porte, c'est quoi? Finalement, c'est un point d'entrée. Ça peut être un VPN, ça peut être un RDP, ces fameux Remote Desktop Protocols. C'est peut-être un port mal configuré sur un actif qui vous appartient ou qui appartient à l'un de vos partenaires, l'un de vos clients, l'un de vos prestataires. Bref, un actif qui peut être ce qu'on appelle Shadow IT, que vous ne connaissiez pas et qui est vulnérable. Et puis cette porte, quand on a identifié, faut trouver la clé. Et la clé, on peut la trouver à plusieurs endroits. On peut trouver des jeux de credentials sur le dark web, par exemple, qui s'échangent, qui se vendent entre hackers. On peut aussi la trouver en lançant une campagne de phishing. On vient targeter l'ensemble des employés et puis on espère que l'un d'entre eux répondra et nous permettra d'accéder à un jeu login password. Ou alors, troisième cas de figure, c'est la vulnérabilité. C'est le cadenas qui est cassé et malheureusement, on vient l'exploiter et on rentre par la porte et on vient s'introduire dans le système. Parce que ça, c'est l'étape d'après. On infecte le système et là, c'est tous les malwares que l'on connaît avec cette idée de se diffuser le plus rapidement possible, d'accéder à la data, de faire sortir, d'exfiltrer cette data et de cryptoloquer ce qui se trouve à l'intérieur pour couper l'activité là encore. Avec la rançon qui en découle ensuite et la pression qui sera exercée sur l'entreprise, sur l'organisation. Donc ça, c'est la chaîne un petit peu standard. Et vous voyez vraiment qu'en amont, les étapes 1 et 2, là, on se dit, plus on arrive à trouver des portes plus rapidement, mieux on se portera ensuite. Je voulais juste vous donner une autre stat sur ces portes ouvertes, ou presque ouvertes. Ça, c'est Gartner qui nous le dit. En 2020, les investissements en Shadow IT, donc qui sont faits hors du contrôle des équipes IT, ça représente pas loin de 40% des dépenses d'une entreprise. Ce qui est assez dingue quand on y pense. Il y a 40% de nos dépenses qui se font. Pensez au télétravailleur qui, à distance, va souscrire à une application SaaS sans forcément en référer aux équipes IT. On perd le contrôle, il suffit que cette application se fasse hacker pour que le jeu de crédential, malheureusement, soit exploitable par des hackers. 3 principaux vecteurs d'attaque, ceux qu'on a retrouvés le plus dans ce que je vous listais tout à l'heure. Le fameux RDP ouvert, oui, encore et toujours, il n'est pas nouveau celui-là, mais il est toujours top 1 en termes de sources, de portes d'entrée. Les campagnes d'email de type phishing, donc on vient utiliser un domaine frauduleux, une petite variation, et puis ce domaine typo squatté sert à lancer cette campagne de phishing. Et puis le troisième, c'est le VPN ouvert, et c'est ça qui a été à l'origine du hack Colonial Pipeline dont je vous parlais tout à l'heure. Alors les points faibles, comment on fait? Puisque finalement, il faut les identifier, ces portes, très en amont. Je vous disais, Colonial, c'est l'association d'un VPN ouvert, exposé d'un ancien employé, et puis un mot de passe compromis, disponible sur le dark web. Et c'est l'association des deux qui a permis l'entrée, l'intrusion à l'intérieur du système. Donc pensez à catégoriser tous vos assets. Base de données. Identifiez-les, sécurisez-les. On utilise aujourd'hui tous les protocoles cloud les plus communs, Elastic, MongoDB, MySQL et autres. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tout ce qu'on poste, tout ce qu'on publie ne se retrouve pas non sécurisé? Idem pour les credentials, système de renouvellement, nettoyer les comptes inactifs. C'est des pratiques d'hygiène de base, mais trop souvent on ne les voit pas appliquées. Tout ce qui est device et assets exposés, ça peut être les vôtres comme ceux de vos partenaires. Comment est-ce qu'on s'assure que tout le monde bénéficie des mêmes standards de sécurité? Quelles clauses, quand on parle de partenaires, vous devez mettre en place à chaque fois que vous travaillez avec un nouveau prestat, fournisseur, client ou autre, pour s'assurer qu'ils matchent vos critères à vous et que dès lors qu'ils vont stocker une partie de vos données, dès lors qu'ils vont accéder à vos systèmes, malheureusement ou heureusement, ils utilisent les mêmes standards de sécurité que vous. Et tout ça s'applique sur tous les nouveaux types de devices. On parle beaucoup d'IoT, on parle beaucoup d'OT. Et donc il y a un travail de sécurisation continue à faire dès lors qu'on utilise un nouveau prestat ou un nouveau type d'outils et de solutions. Et c'est légitime pour le business, encore une fois. Alors à partir de là, il y a quoi comme solution sur le marché, parce que vous posez peut-être ces questions sur les différentes étapes, 1, 2, 3, 4. Si vous êtes très en amont, c'est typiquement un domaine qu'on connaît bien, nous, chez SibelAngel, c'est ce qu'on appelle la partie Digital Risk Protection, avec différents modules sur lesquels je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail pour ceux que cela intéresse. Mais c'est cette idée de prévenir, d'identifier les portes ouvertes, d'identifier les clés qui permettent d'y accéder.
Quand on est dans la partie déjà infection du système, là on va vouloir les bloquer, les attaques. Vous connaissez les EDR, vous en avez quelques exemples ici. Et puis une fois que l'attaque a eu lieu, une fois qu'on sort de cette phase de réponse à incident, il faut comprendre, il faut attribuer ce qu'on appelle du forensics. Et là il y a aussi tout un tas de partenaires et de prestataires qui font ça très bien sur le marché. Donc on vous invite vraiment à venir cocher ces différentes cases à chaque fois. Et si vous mettez le vecteur uniquement à droite, malheureusement, vous allez probablement avoir un peu plus d'attaques. Si vous ne le mettez qu'à gauche, dès lors qu'il y a un miss ou dès lors qu'il y a une nouvelle porte qui n'aurait pas été identifiée, malheureusement, vous êtes aussi vulnérable. Donc c'est comment, sur ces choix aussi de budget que vous faites, vous êtes en mesure d'anticiper et pas uniquement de guérir une fois que l'attaque a eu lieu. Donc c'est un changement d'approche là qu'on vous propose. Cette nouvelle catégorie, là, ce que je vous disais sur les éléments 1 et 2, c'est ce qu'on appelle DRPS, Digital Risk Protection Services. Pour ceux que cela intéresse, sur notre stand, vous pourrez voir ce nouveau rapport là de Gartner, cette Hype Cycle for Security Operations, avec tout un tas d'éléments là qui parlent de la gestion, le monitoring, la protection des actifs numériques, des actifs stratégiques. Donc c'est assez nouveau et ça se trouve tout en haut de cette courbe là que vous voyez. Et si on rentre dans le détail, du coup, il y a quelques grands éléments que ces solutions de Digital Risk Protection, dont on fait partie, vont venir couvrir. Peut-être le point très très important, c'est tout ce qui concerne la donnée, puisque c'est finalement un des assets les plus stratégiques, la donnée confidentielle, la propriété intellectuelle. Tout ça, il faut être capable de la détecter. C'est de la détection de fuite de données. Ça doit faire partie de votre solution de protection. Et pour ça, il faut une capacité à scanner. Nous, on scanne par exemple 1 milliard de fichiers tous les jours et puis on vient matcher les mots-clés de nos clients sur des protocoles de type FTP, SMB ou autres, sur des clouds ou des bases de données ouvertes. Et dès lors qu'il y a de la donnée confidentielle qui matche avec l'un de ces mots-clés, on est capable de les alerter pour qu'ils puissent faire fermer le serveur ou la base de données en question. Et ça, il faut le faire aussi sur ces nouveaux types de devices non traditionnels. On a parlé du problème du Shadow IT, on a parlé de l'IoT ou ce qu'on appelle aussi OT, Operational Technology, plutôt dans les usines, pour ceux d'entre vous qui ont aussi une flotte de machines distribuées dans des usines. Mais il faut être capable de scanner des protocoles un peu plus exotiques. Quelques exemples, BACnet, c'est utilisé pour les systèmes de ventilation et c'est souvent très très vulnérable. C'est pas nouveau, hein. Target s'est fait hacker il y a quelques années parce que son système BACnet était vulnérable. Pareil pour DICOM, c'est tous les fichiers médicaux de type radio, scanner. Ils utilisent un protocole DICOM qui trop souvent est insécurisé et aujourd'hui en France, il y a des millions d'images médicales qui sont encore insécurisées et en libre accès. On parle même plus de données personnelles, on parle de données de santé avec un niveau de protection qui devrait être encore plus critique. Donc il faut absolument les détecter en avance de phase. Et puis après, on est sur des technos, on va dire, un petit peu plus standards. Il faut détecter des credentials, donc il y a des éléments de monitoring du dark web. Il y a des éléments toujours de monitoring de bases de données. On trouve beaucoup de login et de passwords dans des bases de données. Ou alors sur, par exemple, du GitHub, des repositories de code ouverts et publics qui ne devraient pas l'être. Et puis, il y a tout ce qui concerne les domaines. Parce que là aussi, le typo squatting, c'est ce vecteur qui va déboucher sur le phishing dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est les différents modules finalement qui doivent constituer ces solutions-là. Et il faut vous assurer, là encore, que vous checkez bien les différentes cases. Alors peut-être pour conclure cette présentation, si vous deviez retenir quelques éléments, moi j'ai essayé de les articuler pour vous sur cet angle de la bataille de la nouvelle surface d'attaque, en quelque sorte. C'est un petit peu comme pendant la Deuxième Guerre mondiale où finalement il y a eu des grandes innovations technologiques avec la bataille d'Angleterre où les avions allemands essayaient d'aller bombarder les Anglais et puis il fallait des radars pour détecter, anticiper que ces avions arrivaient et les empêcher d'aller larguer les bombes. Finalement, ce qu'on voit dans la cyber, c'est la même chose. On contrôle très bien notre périmètre aujourd'hui et puis là, il y a une nouvelle surface d'attaque qui se dessine et il faut être en mesure de gagner en visibilité, de gagner en contrôle, comme on l'avait fait à l'époque avec les radars, sauf que là, c'est ces outils de protection et d'anticipation contre les menaces à l'extérieur du périmètre. Donc, anticiper, prioriser, bien sûr, vous ne pourrez pas tout traiter, puisqu'il y aura énormément de menaces qui vous seront remontées, donc maximiser les solutions qui vous délivrent 0 faux positif, ça c'est extrêmement important, hein. Vos ressources, vos équipes sont limitées. Donc, comment vous faites justement pour prioriser au mieux ?
Et là, il y a un métier intéressant qui va apparaître, en tout cas c'est notre avis, celui de Business Information Security Officer, parce qu'il faut être proche du métier, proche des métiers, parce que la donnée qui circule, elle est très business, elle est très métier, elle l'est de plus en plus et elle est beaucoup moins sécurité. Donc, ayez cette perspective un peu globale, devenez, au lieu du Chief Information Security Officer, peut-être le Business Information Security Officer. Voilà ce que je voulais vous partager. On sera heureux de vous voir sur notre stand. On est F7, pas très très loin, par là-bas. On peut vous faire une petite démo de ce que ça marche, vous proposer un essai du service et puis plonger dans quelques-unes des stats ou exemples d'incidents que je vous remontais. Merci à tous. Merci Camille. Est-ce que quelqu'un a une question éventuellement? Oui, vous pouvez l'applaudir. Très belle présentation, parfaitement claire. C'est vrai que c'est un sujet délicat, mais je vois qu'on a une question. Il faut anticiper en fait. Et c'est exactement le message, ouais. Tout le temps, tout. Madame. Bonjour. Bonjour. On parle beaucoup de la séparation des usages. Et du coup, je me demandais si dans l'étude de Gartner, ils avaient tenu compte du fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en télétravail qui ont été amenés à utiliser leur ordinateur personnel. Et donc, au niveau du Shadow IT, est-ce qu'on tient compte dans leur étude des logiciels perso, entre guillemets? Ouais, ça fait partie de ces 40% de dépenses. Ça a explosé, hein, c'est nouveau, ça date d'avril 2020. Mais vous n'imaginez pas le nombre de portes ouvertes que ça a créé. Donc, effectivement, ça en fait bien partie. Et même si on en parle beaucoup, la pratique est un petit peu différente. Autre question, c'est bon? Alors, un grand merci à tous. À très vite. Merci beaucoup.